Bonjour tout le monde, je m'appelle David Wood, j'habite en Londres. Je m'excuse, mais je préfère parler en anglais. I thank this conference for looking already at several Je vous remercie d'avoir déjà examiné un certain nombre de scénarios sur l'âge, la longévité ainsi que les budgets pour la pension. Bon, c'est vrai que l'avenir est incertain, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer, notamment donc les changements majeurs de l'avenir. En fait, de grands changements nous attendent. Et ces changements, ils arrivent en raison des nouvelles technologies notamment, ce que l'on appelle les technologies de la 4e révolution industrielle, qui en est encore à ses premiers balbutiements. Mon thème aujourd'hui, donc, c'est comment anticiper 3 grandes vagues de changements qui seront générées toutes les 3 par des technologies différentes. Alors, tout d'abord, je tiens à vous expliquer donc, que je travaille véritablement donc, dans la 3e révolution industrielle. Cela fait 25 ans, effectivement, que je travaille dans le secteur des logiciels, notamment donc, les logiciels que j'ai rédigés, que j'ai construits, notamment, donc, fonctionnaient sur Motorola, Ericsson, Nokia, etc., donc les anciens téléphones au cours des dernières années. Je suis en fait consultant en avenir, futuriste, donc, où nous essayons de voir quels sont les scénarios radicaux de l'avenir. Je vais essayer de participer avec vous quelques réflexions pendant une quinzaine de minutes. Alors, la première vague de changement, c'est que les nouvelles technologies vont aider les gens qui ont un certain âge donc, à participer plus pleinement à la vie sociale. Il y aura des voitures autonomes qui permettront donc aux gens qui ne sont plus capables de conduire, d'être conduits là où ils veulent y aller. Des capteurs également qui alerteront donc, en cas de problème de santé. Tous ces gens, évidemment, vieilliront, mais vieilliront mieux et auront une vie meilleure que leur âge le permet normalement. Alors, évidemment, faute de temps, je ne vais plus aborder ce sujet parce que les 2 vagues suivantes sont beaucoup plus profondes encore et plus importantes. La deuxième, c'est que nous allons avoir, par le biais de cette technologie, la possibilité d'aider les gens à devenir des super vieux, en quelque sorte. Super ages en anglais. Et ce sont des gens qui en fait vieillissent plus lentement que la normale. Ils ont 95 ans ou plus, mais ils se sentent, ils apparaissent comme étant âgés de plus 75 ans. Et évidemment, donc ils sont aussi sujets au cancer, à démence, etc., que même des jeunes. Et enfin, nous allons nous intéresser également donc à quelque chose d'un peu plus radical encore, la technologie qui permettrait donc à tout le monde de pouvoir rester jeune éternellement. Alors, ils auraient 125 ans en plus et malgré tout, donc continueraient à vivre comme des petits jeunes de 35 ans. Je pense, personnellement, que c'est quelque chose de possible d'ici 2060. Alors, je sais qu'il y a différents scénarios qui vont plus loin que 2060. Je pense que l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus raffinée, va s'accélérer également. Les nanotechnologies aussi donc, vont devenir beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes. Et donc, il est tout à fait possible, d'après nos projections, que ce scénario du Forever Young puisse devenir réalité d'ici 2060. Il y a également une autre possibilité, si la société décide que ça en vaut la peine, que ça devienne donc une priorité nationale à tous les niveaux, eh bien on pourrait probablement donc y arriver, disons, à 50% dès 2040. Et je vous dirai pourquoi j'estime que c'est possible. Tout d'abord, concernant donc les super ages. Les 2 photos montrent en fait les 4 mêmes personnes. À gauche, vous avez donc le petit jeune qui a 9 ans et à droite, 99 ans. Et en fait, ces quatre frères et sœurs donc, ont largement dépassé la centaine, sont devenus centenaires et ont eu une bonne santé dans toute la famille. Il est mort donc à quelques jours de son 110e anniversaire et les autres ont également voyagé énormément. Donc la personne
personne qui est assise par terre, Irving Kahn, le plus jeune frère, a également donc vécu jusqu'à l'âge de 109 ans et il a continué donc à travailler. Il a décidé de ne pas prendre sa retraite. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 108 ans et 3 jours par semaine, donc il prenait son taxi, donc un taxi à New York pour aller travailler donc dans la gestion de fonds et de finances à New York. Et quelques heures avant de mourir, il était encore en train de consulter son petit-fils qui avait donc la soixantaine, demandant donc quel fonds d'investissement il devait choisir. Donc techniquement, un super-ager, c'est quelqu'un qui arrive à l'âge de 95 ans sans incidence particulier, donc des 4 grandes maladies, donc cancer, diabète, déclin cognitif et maladies cardiovasculaires. Alors ce qui est intéressant également par rapport à ces personnes, c'est que non seulement elles vivent plus vieilles et en meilleure santé, mais en fait elles coûtent beaucoup moins cher, y compris quand elles meurent. Et c'est une tendance négative, une tendance claire. Vous avez donc vu les présentations de Didier notamment donc, il y a quelques instants, et que je vais reprendre ici. Voici donc les chiffres du Royaume-Uni. Vous voyez que le coût moyen au service de santé dans les dernières années de la vie, eh bien, vous voyez que quand vous êtes au début des années, de vos 80 années, en fait, vous coûtez relativement cher et ça va diminuer. Et si vous mourrez, donc après 100 ans, vous coûtez beaucoup moins cher. Alors, je n'ai pas vu ces chiffres publiés, mais si vous regardez les super-agers, apparemment, donc ils coûtent encore moins cher que les autres. Et pendant toute leur vie, en fait, ils vont coûter beaucoup moins cher que quelqu'un qui meurt quelques dizaines d'années plus tôt. C'est ce que l'on appelle donc le dividende de longévité. C'est l'idée selon laquelle il peut y avoir des avantages économiques importants à pouvoir étendre cette partie saine de la vie. Alors, beaucoup d'auteurs ont parlé de ce dividende. Il y a d'ailleurs un livre assez épais qui a été écrit, rédigé par 3 démographes. C'est un livre qui coûte extrêmement cher, malheureusement, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la publicité qu'il mérite. J'en ai sorti quelques extraits donc, dans le chapitre 9 de ce livre, The Abolition of Aging. Donc, on a recherché les informations économiques pour lesquelles donc, les gens devraient vivre plus longtemps et être jeunes tout le temps. Eh bien, pour résumer tout cela et vous en donner l'essence, je vais citer donc, cet économiste de Chicago. On nous dit qu'aux États-Unis, si l'on regarde donc l'évolution en termes de valeur sociale brute, donc, entre 1970 et 2000, l'augmentation de longévité donc, a permis d'engranger 95 trillions de dollars. Donc, les gens vivant plus longtemps, travaillant plus longtemps, consommant plus, donc ils injectent beaucoup d'argent. C'est vrai qu'ils coûtent cher parce que les soins de santé donc, ont augmenté, 38 trillions de dollars. J'ai du mal donc, à relire mes notes. Et vous avez ici un bénéfice net de 61 trillions. Alors on pourrait se dire, oui, mais ce sont des chiffres, mais c'est vrai que le schéma est très clair. Si les gens vivent plus vieux et en mauvaise santé, ils vont contribuer moins donc, à la communauté ainsi qu'à l'industrie, ils vont consommer beaucoup plus de médicaments, etc. Et donc ils vont devenir aussi un fardeau pour leurs proches. Bon. C'est pas ce qu'ils veulent, évidemment, mais c'est assez déprimant. En revanche, les gens qui sont en meilleure santé eh bien, ne consomment pas énormément de médicaments ni de soins de santé. Ils ont aussi donc, une activité pendant toute leur vie. Ils contribuent beaucoup plus, aussi bien donc, à l'économie qu'à la communauté ou à quoi que ce soit, ou même à leur vie familiale. Alors, en résumé, que peut-on apprendre, que peut-on tirer comme leçon de ces super-agers? Et qu'est-ce qui fonctionne chez eux et comment pourrait-on transposer cela donc, chez tout le monde? Eh bien, on a étudié donc, leur régime alimentaire. On a également cherché donc, les zones où ils se trouvent, ce qu'on appelle les zones bleues. Et également, donc, on a remarqué aussi qu'ils ne mangeaient pas trop, qu'ils se laissaient même parfois avoir faim, qu'ils ne mangeaient pas trop de viande, avec donc, toute une série de variantes. Mais c'est beaucoup plus que cela. En fait, la plupart de ces super vieux, en fait, n'ont pas nécessairement des vies qui sont de longs fleuves tranquilles,
celui que je vous ai montré tout à l'heure a fumé très tard et sa sœur détestait les légumes et les fruits, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, que si vous voulez vivre plus longtemps, vous devez fumer comme des cheminées et ne pas manger de légumes. Mais il y a des facteurs précis. Si vous voulez devenir un super-ager, eh bien, essayez malgré tout. En fait, il y a quelque chose de génétique. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont des groupes, des familles. À New York, il y a donc des neurologues qui s'y sont intéressés également et se sont rendus compte en fait que c'était localisé géographiquement dans certaines familles. Alors, ont-ils des gènes particuliers? Est-ce que ça leur donne des qualités particulières? Oui, c'est possible. Et également, quand on comprend donc les mécanismes génétiques, eh bien, on peut éventuellement les dupliquer via donc, des suppléments alimentaires, des médicaments, etc., les protéines, etc., un nettoyage, entre guillemets, périodique, détox et compagnie. Et si vous pensez que ce n'est pas très naturel de jouer avec la biologie, eh bien je vous dirais que cela fait très longtemps qu'on fait ça, notamment avec les antibiotiques et les vaccins. Et nous en sommes très heureux. On pourrait peut-être même faire un petit peu plus à l'avenir. Et donc, il y a un intérêt croissant à cet égard. Il y a de plus en plus de personnes qui étudient les super-agers et qui formulent des hypothèses qui pourraient être utiles pour que justement des gens adoptent des régimes ou des traitements particuliers. Mais ça, ce n'est que le début. Lorsqu'on parle d'humains super vieillissants, eh bien, il faut également penser aux animaux. Des animaux qui ne vieillissent pas, notamment. Ici, vous avez un animal que vous connaissez peut-être. Il s'agit du râteau-pnu. À vrai dire, on peut dire que d'une certaine façon, il ne vieillit pas. Plus il vieillit, plus il est peu probable qu'il meure. Or, chez nous, les êtres humains, c'est l'inverse. Alors, bien entendu, les râteaux meurent, mais notamment à cause d'infections ou de batailles. Ils ont une espérance de vie de 32 ans, ce n'est pas une limite absolue. C'est très long pour un rongeur qui vit en colonie sous terre. Alors, il est très difficile également de leur faire attraper des cancers. Les scientifiques ont imaginé plein de façons de leur faire attraper un cancer, mais c'est très difficile parce que quelque chose résiste au cancer chez eux. Ensuite, il y a quelque chose qui résiste également à l'arthrose chez eux. Et il y a de plus en plus de scientifiques qui se penchent donc là-dessus. Ensuite, ils ont une peau étrange, notamment étant donné leur milieu de vie. Ils sont presque aveugles. Et leur peau contient beaucoup d'acide hyaluronique que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, il s'avère que ces créatures en ont beaucoup plus que l'être humain. Et cela expliquerait peut-être pourquoi, notamment, ils résistent au cancer. Alors, que font les scientifiques aujourd'hui? Et je vais parler un petit peu science avant de revenir aux conséquences sociales et économiques donc de l'évolution de l'espérance de vie. D'abord, d'autres animaux qui ont un taux d'acide hyaluronique élevé. Alors ici, vous pensez que ce chien est mignon? C'est le Shar-Pei, n'est-ce pas? Eh bien, cela fait des centaines d'années que les Chinois pensent que ces chiens sont très chouettes, et c'est pourquoi justement les éleveurs chinois ont décidé justement de les faire se reproduire pour qu'ils aient de plus en plus de plis. Et les scientifiques ont découvert qu'en réalité, les plis dans la peau étaient liés également à l'acide hyaluronique. Quelle est l'espérance de vie de ce chien? Bien, elle n'est pas si élevée. Néanmoins, il y a des bases de données, notamment la Suisse, avec les biopsies des cliniques vétérinaires recensées depuis plus de 50 ans, qui ont permis de remarquer que donc il y a 241 chiens Shar-Pei
et que si on compare ces chiens à d'autres chiens de taille et d'âge égaux, eh bien, ils ont 4 à 6 fois moins de chances d'attraper un cancer. Que peut-on faire donc? Eh bien, l'on peut prendre l'une ou l'autre de ces bêtes, les éditer génétiquement en tant qu'embryon avant la naissance, donc prendre le gène avec l'acide hyaluronique élevé et ensuite avoir un croisement et en fin de compte on a un rat taupe qui ressemble davantage à un rat et qui est plus susceptible d'attraper un cancer. Ensuite, on peut effectuer une modification transgénique auprès d'une souris, rajouter donc cet acide. Et ici, je vous fais part des résultats d'une conférence à laquelle je participe tous les ans à Berlin. Et n'hésitez pas à consulter justement cette source qui est à l'écran concernant cette conférence. Et donc, voilà les résultats. À 2 ans, ces créatures, 2 ans, c'est comme 60 ans pour un être humain, donc c'est beaucoup. Elles sont en bien meilleure santé, elles courent 2 fois plus rapidement que les souris non transformées. Elles ont également une prise plus forte, elles ont une peau et une fourrure plus douce, elles ont l'air d'être plus jeunes, elles ont moins de risques d'attraper un cancer et leur durée de vie est également allongée quand bien même nous n'avons pas de données précises à cet égard. Est-ce qu'on doit le faire avec les êtres humains? Bien sûr que non. Et puis, il faudrait plus de 70 ans pour effectuer ce genre d'expérience, mais en tout cas, cela démontre qu'il y a pléthore de possibilités qui s'offrent à nous. Alors ensuite, ici, les résultats d'une entreprise appartenant au groupe Alphabet, Google, Calico. Cette entreprise a étudié plutôt les risques de mort pour ces différents animaux. Vous pouvez voir les évolutions pour ces différents animaux et le rat taupe nu. Il n'y a pas de vieillissement en ce qui concerne donc les risques. Ensuite, il y a d'autres animaux qui partagent certaines caractéristiques. Alors, bien entendu, chaque animal a son patrimoine génétique. Nous avons le homard, le sébaste épineux, le rat taupe nu. Nous avons la baleine boréale. Alors, on peut compter les cercles dans leurs yeux pour évaluer leur âge. Et il y a quelques années, il y a l'une d'entre elles qui a été harponnée. Et alors qu'elle a été remontée, ils ont découvert les restes d'un autre harpon à l'intérieur d'elle, un harpon qui n'était plus utilisé depuis plus de 120 ans. Donc elle avait survécu à l'être humain il y a au moins plus de 120 ans. Et si elle n'avait pas été harponnée aujourd'hui, eh bien elle serait très certainement encore en train de nager paisiblement dans l'eau. Alors, la nature a le potentiel d'aider les gens à devenir des super vieillissants et à vieillir plus jeunes, si l'on applique petit à petit certains principes auprès des êtres humains. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi je pense que si la société prenait une décision et se disait c'est une bonne idée, concentrons tous nos efforts en vue d'aller de l'avant et arrêtons de dépenser pour étudier des cancers et étudions le vieillissement à la place, faisons des transferts d'une ligne budgétaire à l'autre pour réussir à aller de l'avant, eh bien on prendrait à bras le corps le problème à la racine. Parce qu'en fin de compte, lutter contre l'infection, se fait au mieux en améliorant l'hygiène plutôt qu'en optant pour des antibiotiques. Et donc, je le répète, on pourrait mieux lutter contre le vieillissement si on le comprend mieux. Alors, les gens ont 2 façons de réagir à cela. Soit ils disent non, ça n'arrivera pas, c'est impossible pour l'une ou l'autre raison scientifique. Et ensuite, lorsque je montre certains éléments factuels, et ici il y a tout un livre qui en reprend, où je creuse bien plus en détail et où il y a d'autres personnes qui disent exactement et également la même chose que moi, alors les gens disent, eh bien, ce ne serait pas naturel, ce n'est peut-être pas une si bonne idée, cela serait peut-être un désastre pour l'humanité de permettre cela. Et enfin, pendant ces dernières minutes, maintenant je voudrais passer au crible certains arguments concernant justement la souhaitabilité de passer à l'acte
et de l'impact justement d'avoir des éternels jeunes sur la planète, le réchauffement climatique, parce que c'est souhaitable et cela peut bien fonctionner si on le fait comme il faut et si l'on opte pour tous les changements politiques nécessaires. Alors tout d'abord, les gens ont tendance à dire, eh bien s'il y a plus de gens, alors qu'est-ce que cela va faire pour la planète? La planète, elle souffre déjà tellement il y a de gens sur Terre. Et étant donné que la technologie fait que les gens utilisent toujours plus d'électricité, eh bien cela sera encore pire s'il y a plus de gens, puisque ces gens seront des super vieillissants ou des jeunes éternels, et donc il y aura une consommation accrue d'électricité. Est-ce terrible pour l'environnement? Oui, mais la technologie peut, et il faut accélérer nos efforts en la matière, à réduire l'intensité carbone, et cela permet également de mieux recycler. Cela permet de retirer également certains polluants de l'atmosphère et de l'environnement. Et donc, la quatrième révolution industrielle qui nous donnera la possibilité de vivre jeune éternellement nous donnera également la possibilité, via cette biologie synthétique, de justement mettre un terme à l'élevage intensif inefficace avec des prairies et des cultures extensives pour justement ensuite abattre des animaux. On pourra plutôt avoir de la viande propre cultivée en laboratoire. Cela permettra de récupérer pléthore de terres. Nous devrons également accélérer la révolution énergétique verte, opter pour les différentes technologies qui permettront de retirer les polluants de l'atmosphère et les nanotechnologies dans leur ensemble qui permettront de créer de nouvelles possibilités en recyclage et réparation. In fine, nous pourrions également vivre dans l'espace avec des technologies spatiales. Nous pourrions avoir des gratte-ciel écologiques dans l'espace, mais bon, ce n'est pas pour demain. Il y a pléthore d'espace sur Terre. Bien plus qu'il n'en faut pour les gens qui vivent à l'heure actuelle. Alors bien entendu, il y aura des défis, cela sera difficile, mais cela sera bien mieux. Ensuite, en ce qui concerne les impacts sociaux, bon nombre de gens affirment que si un employeur ne prend jamais sa retraite, eh bien il n'y aura jamais de promotion et cela engendrera des périodes de vaches maigres. Mais ça, c'est la même chose que ce que disent des agriculteurs encore et encore. Alors il faut être un peu sérieux, il faut certaines règles sociales pour assurer un certain roulement, disons, un peu comme un président, par exemple, doit prendre sa retraite après 2 mandats. Nous devons, je le répète, assurer un certain roulement. Ensuite, il y a d'autres personnes qui affirment que des autocrates tels que Mugabe ou Balance ou Murdoch pourraient demeurer vivants ad vitam aeternam et donc en conséquent, on ne pourrait jamais s'en remettre. Alors pour moi, ce n'est pas un argument valable pour lutter contre ce genre de technologie. Il faut de meilleures politiques, tout simplement. En ce qui concerne les autocrates, le fait est qu'il nous faut une refonte plus méticuleuse de la démocratie et des régimes. Ensuite, en ce qui concerne les presque dieux et les presque inutiles, eh bien, oui, on parle d'une division, mais d'un autre côté, je pense que l'on pourrait offrir un avenir meilleur à toutes et tous, que cette technologie, oui, pourrait être accaparée par quelques riches, mais alors comme Harari l'a dit, donc l'écrivain de plusieurs nouvelles très intéressantes concernant l'avenir, il y aurait des presque dieux et ensuite beaucoup de presque inutiles. Bien sûr, il y a cette inquiétude, mais encore une fois, je le répète, il faut de meilleures politiques. Une supervision plus démocratique de l'économie pour s'assurer du fait qu'il y a une meilleure répartition des richesses, des retombées qui découlent du système capitaliste pour que personne ne soit laissé pour compte. Alors ensuite, en ce qui concerne l'impact négatif sur les pensions. L'impact sur les pensions, il est difficile d'augmenter l'âge de la retraite, nous l'avons entendu, c'est de la dynamite politique, mais d'un autre côté, le fait est
que tout d'abord, il est possible de réduire les coûts. Les super vieillissants auront besoin de moins d'aide en ce qui concerne les soins de santé. Et ensuite, les technologies de la 4e révolution industrielle pourront également réduire d'autres coûts, notamment en ce qui concerne l'enseignement, enseignement qui pourra devenir de plus en plus bon marché, voire gratuit. Et les aliments nutritifs, les matériaux, le logement pourront également coûter bien moins cher et pléthore de choses pourraient être numérisées et devenir presque gratuites. Donc, je le répète, les coûts seraient inférieurs et donc on s'inquiéterait moins de l'augmentation du PIB et on pourrait se refocaliser l'économie sur les besoins pour que toutes et tous puissent vivre bien. Alors, bien entendu, il y aura toujours des choses qui vaudront de l'argent et donc, en conséquence, il faudrait peut-être une pension de base pour tous. Il ne faudrait peut-être pas attendre un âge donné. On pourrait avoir peut-être ce qu'on appelle d'ailleurs déjà aujourd'hui le revenu universel de base. Tout cela pourrait être organisé en redistribuant donc l'abondance de la société. Le but ne serait pas donc de laisser des pauvres pour compte. Non, avec la 4e révolution industrielle, en réalité, il pourrait y avoir de l'abondance pour toutes et tous. Enfin, d'un point de vue philosophique, les gens disent que si on vit plus longtemps, si on ne meurt pas, eh bien, on risque peut-être de se demander à quoi sert la vie. On risque peut-être de toutes et tous devenir paresseux, un peu comme dans certains films de Disney où les gens deviennent, vous savez, ces obèses sur charrette, hein, comme dans Wall-E. Mais si les super vieillissants prennent soin de leur corps et de leur tête, alors il n'y aura pas de menace. Alors, l'on dit bien souvent qu'il vaut mieux croire en Dieu parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de but. Et moi, je dirais que l'on peut, en tant qu'être humain, bien facilement nous donner une raison de vivre. Les jeunes, eux, sont obsédés par la vie, non pas parce qu'ils pensent que dans 80 ans, ils pourraient mourir, mais tout simplement parce qu'ils croquent la vie à pleines dents. Et donc, la vie, ce ne sert pas à contempler la mort, mais à être vécue. Alors, dans un monde dans lequel il y a de la technologie qui nous aide à être en bonne santé, mais qui fournit également des environnements sûrs, notamment grâce à des robots à intelligence artificielle, et de la technologie qui nous aide à être créatifs et à explorer dans l'art, les sports, la musique, la littérature, les maths, dans l'espace, sur Terre, d'améliorer nos relations humaines, les relations également éventuellement avec des intelligences artificielles, on pourrait imaginer un monde transhumain. Alors j'ai détaillé tout cela dans un autre livre, Vision techno-progressive. Vous avez le titre à l'écran et j'explique là justement le changement d'état d'esprit qui est nécessaire. Moi, je pense qu'il est possible d'avoir un avenir durable avec de l'abondance pour toutes et tous. Enfin, si vous pensez que vivre plus longtemps va à l'encontre de la biologie, eh bien moi je me dois de citer le rédacteur en chef de The Atlantic. La nature veut la mort de 5 de vos 7 enfants, veut que vous mouriez à 50 ans et tout ce qui est mieux que cela est lié justement, découle de la science et de la technologie et, permettez-moi de rajouter, et de bonne politique. Alors nous devons saisir cette opportunité, nous devons réfléchir à ces scénarios plus radicaux. Nous ne devons pas porter ces œillères qui limitent nos perspectives d'avenir. Non, nous devons penser en dehors des sentiers battus, réfléchir à tout ce qui s'offre à nous, en vue de construire ce meilleur avenir pour toutes et tous. Merci beaucoup.